Donc bonjour à tous et bienvenue à cette webconférence qui portera aujourd'hui sur rendre les équipes autonomes par la formation dans une démarche de transformation ligne. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Camille Lambert, chargée de projet marketing digital au sein de la société XL Group. Et aujourd'hui, la webconférence sera animée par Stéphanie Pesser, qui est consultante senior chez XL Group, et Jean-Christophe Brouette, qui est directeur associé chez XL Group également. Alors, avant de commencer, quelques petites règles pour le confort de la webconférence. Alors, vous avez pu voir que vos micros et vos webcams sont coupés. Vu que du coup, il y a pas mal de personnes dans la salle, ça permet aux personnes qui ont un petit peu moins de connexion de pouvoir suivre la webconférence correctement. Pour ce qui est des questions, vous pouvez les poser tout au long de la session via le petit module de conversation. Donc là où quelques personnes sont en train de nous dire bonjour. Donc n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de la session et on essaiera d'y répondre au fil de l'eau. Et s'il y a trop de questions, on essaiera d'y répondre soit à la fin, soit on prendra un moment pour étudier vos questions ou vous pourrez toujours nous contacter sur notre site internet, nos réseaux sociaux, etc. Pour ce qui est des slides et du replay, donc comme je vous disais en début de webconférence, vous recevrez un mail en début de semaine prochaine avec tous ces éléments. Avant de laisser la parole à Jean-Christophe et à Stéphanie, je vous présente brièvement la société XL Group. Alors, nous sommes un cabinet de conseil et de formation spécialisé dans le domaine de l'excellence opérationnelle. Nous sommes implantés en France depuis 35 ans et nous avons une antenne à Paris, Grenoble, Reims, Lille et à Lorient. Et nous avons également une filiale en Suisse depuis 2014. Voilà, écoutez, je ne vais pas en dire plus et je vais maintenant laisser la parole à Jean-Christophe et à Stéphanie et je vous souhaite à tous une excellente webconférence. Merci Camille, je vais avoir le plaisir de prendre ton relais pour vous présenter très rapidement le sommaire et donc avec une co-animation qui va se faire avec Stéphanie. Donc la première partie va porter sur le positionnement de l'homme au cœur, avec un grand H d'ailleurs, l'homme au cœur du système Lean dans les démarches de transformation. Le deuxième point sera animé par Stéphanie sur pourquoi former les équipes et sur quoi former les équipes. Le troisième point, je vais reprendre la main, portera sur comment développer l'autonomie des équipes concrètement. On verra les conditions de réussite et c'est Stéphanie qui prendra la main là-dessus. Et ensuite, on sera à deux à vous présenter quelques exemples très pratiques de mise en place de démarches de formation et de coaching au sein des entreprises pour développer l'autonomie des équipes. Voilà, donc la première question, c'est placer l'homme au cœur du système Lean des démarches de transformation. On va voir la place fondamentale que prennent effectivement les équipes au cœur de ces démarches. Donc on va commencer par la maison du TPS, donc Toyota Production System, où vous avez les deux piliers présentés d'abord par le juste à temps sur les flux et par la production sans défaut avec la conformité des produits. Donc les fondations sont représentées par la chasse au gaspillage, les standards, tous les événements et les chantiers d'amélioration que l'on peut mettre en place. Et puis vous avez effectivement les performances qui sont représentées par le toit de la maison Toyota. Mais l'ossature de tout ça ne tient que si on a l'implication des équipes hein, au cœur de cette démarche, donc autant sur les chantiers d'amélioration que sur la participation à l'élaboration des standards, que sur la chasse au gaspillage. Donc les hommes sont bien au cœur des principes Lean et de la démarche Toyota telle qu'il avait développé dans les années 50-60. Et puis effectivement, dans les finalités, c'est l'ensemble de la chaîne de valeur, de la conception jusqu'à la mise à disposition chez des clients, où on a effectivement cette logique de performance et d'implication des équipes. Le deuxième point qui met en avant l'implication des hommes hein, au cœur du système, eh bien, ce sont les principes mêmes du Lean. On a trois principes clés. Le premier principe étant l'intelligence collective. Donc, le principe là est très opérationnel, c'est qu'une démarche n'a de sens que si on engage un maximum de collaborateurs et on les engage de façon participative. Donc, c'est eux qui vivent le terrain, qui vivent des difficultés, qui vont être au cœur des améliorations qui sont générées et au cœur de la dynamique. Donc, c'est le premier principe, c'est pas pour rien, c'est le premier. Le deuxième principe étant le juste nécessaire, donc se recentrer sur la valeur ajoutée apporter aux clients et faire la chasse au gaspillage. Et le troisième principe étant la capacité à se remettre régulièrement en cause et donc à questionner ses process
de façon très régulière. Tout ceci n'est possible que si l'homme est impliqué dans le système. Le troisième point que l'on souhaitait mettre en avant, ce sont les axes de la performance. Vous l'avez vu au niveau de la maison Toyota, on a effectivement le toit qui représente les 4 axes de la performance. Eh bien, on a les axes SQDC, donc le S voulant dire sérénité et sécurité, et on commence par effectivement le fait de mettre à disposition des équipes les conditions de travail, l'environnement nécessaire pour qu'ils puissent ensuite réaliser un certain nombre d'actions d'amélioration et s'impliquer dans le quotidien. Il n'est pas acceptable qu'on démarre une démarche sur des chantiers Kaizen ou des chantiers de performance si la sécurité n'est pas au rendez-vous, si les conditions de travail ne sont pas là. On ne peut pas demander d'améliorer tout simplement si les équipes n'ont pas à minima les éléments nécessaires pour fonctionner. Donc, on démarre sur ce premier point de performance, sur l'aspect sérénité et sécurité. Et ensuite, on enchaîne, et l'ordre est aussi très logique, par l'amélioration de la qualité, qui, si elle n'est pas, en tout cas au rendez-vous, va pénaliser les délais, les coûts, etc. Et puis, le problème de sérénité au niveau des équipes. Hein. Donc, on améliore la qualité, on améliore les délais, et la conséquence de l'optimisation de ces 3 thèmes de performance va faire que les coûts vont être réduits et les gains financiers vont être générés dans l'entreprise. Voilà, donc le coût et la résultante, l'implication des équipes, la sérénité et la sécurité et la condition de réussite de la performance. Nous avons aussi le 4e message à faire passer, c'est sur le principe même Toyota, ce qu'on appelle le Toyota Way. Donc, on a 2 thématiques qui sont développées. La première thématique, c'est l'amélioration continue. Donc, cette dynamique souvent visualisée avec le PDCA, hein, donc Plan, Do, Check, Act. L'amélioration continue des performances, des activités, etc. Et le respect des personnes. Donc, c'est complètement indissociable. On ne peut pas améliorer les perfs sans respecter les équipes, les écouter, comprendre ce qui se passe sur le terrain, les mettre au cœur de ce système d'amélioration continue. Voilà, donc les 2 aspects, amélioration continue et respect des personnes, sont indissociables dans le Toyota Way. Un des derniers points que l'on souhaitait aborder, c'est un concept japonais qu'on appelle le Nemawashi. Donc le Nemawashi a été développé non pas dans le Lean, ça a été appliqué ensuite dans le Lean, mais ça a été développé par des jardiniers au Japon. Et c'est une technique de transplantation des arbres permettant de passer d'une situation où l'arbre est planté dans un endroit à une autre situation où l'arbre est transplanté. L'idée qui est développée derrière, c'est qu'on va mettre en œuvre les conditions pour que cette transplantation se passe de la meilleure des façons possibles et que la transplantation réussisse. Donc, pour ça, on va travailler sur les racines, sur la terre, etc. On applique cette technique aux démarches de transformation en ligne et on arrive à avoir l'embarquement des équipes, l'adhésion, la recherche des consensus à chaque étape de la démarche de transformation pour que cette transplantation ou cette transformation se passe bien d'une étape à l'autre avec cette recherche de l'adhésion, de l'alignement des équipes et du partage de la vision. Vous connaissez probablement les 7 gaspillages. Eh bien, il y a un 8e gaspillage qui est fondamental dans le lean management, c'est l'inutilisation ou la mauvaise utilisation des compétences et d'intelligence collective. Donc, les gaspillages classiques sur la surproduction, les surstocks, les défauts, les gestes inutiles, les déplacements, les attentes, etc. On rajoute à ces déplacements la mauvaise utilisation des compétences qui peut être aussi extrêmement nuisible dans les démarches de transformation. Et donc, au-delà des gaspillages, qu'on appelle les mudas, hein, donc on a aussi ce qu'on appelle les mouris et les mouras. Les mouris, c'est tout ce qui génère de la suractivité ou du stress dans les organisations. Et donc là, on met sous tension, mais trop tendu, hein, les équipes, parce qu'il y a une surcharge d'activité. C'est un exemple de mourir. Et puis, on a la variabilité et la dispersion. La variabilité, c'est à un moment donné, les résultats ne sont pas stables, évoluent dans le temps, ne sont pas forcément au rendez-vous. Et là aussi, ça peut créer des tensions au niveau des équipes. Voilà, donc dans les gaspillages, le gaspillage humain est un élément important. Et de façon très concrète,
quand on voit l'application du Lean au quotidien, on se rend bien compte que, l'homme est vraiment au cœur du système. Pourquoi? Parce que les Gemba, donc les tours de terrain, eh bien, c'est voir la réalité de ce qui se passe sur le terrain en allant, à la rencontre des équipes et en posant des questions sur les difficultés rencontrées. Les rituels de pilotage, de management visuel de la performance ou d'animation à intervalles courts, les AIC, évidemment, c'est fait pour les équipes, par les équipes, pour piloter leur performance et développer leur autonomie dans le pilotage de la perf. Mais aussi sur la capacité à résoudre les problèmes en autonomie et en équipe. C'est un thème important où l'implication des équipes est fondamentale. On a également l'élaboration de standards, des standards qui sont visuels et qui seront appliqués s'ils sont élaborés par les équipes. Donc les standards permettant de garantir un minimum de respect des bonnes pratiques. On a, in fine, l'utilisation de ces standards dans la formation et la montée en compétences des équipes. Donc on parle de dojo dans les principes Lean, les principes de Toyota. Donc c'est l'endroit où se passe la montée en compétences sur le terrain au vu des standards et de l'évolution des standards. Donc tout ça fait que, eh bien, l'homme est bien au cœur du système, Lean, s'il était besoin d'en faire la démonstration. Je vais laisser, la parole maintenant à Stéphanie qui va, nous expliquer, pourquoi c'est important de former les équipes et sur quoi va-t-on les former? Très bien, merci. Donc, effectivement, euh, Jean-Christophe vous a expliqué que l'homme est vraiment au cœur du système dans le Lean, mais maintenant, pourquoi on va les former? Pourquoi ce n'est pas naturel? Ah, j'arrive pas, voilà. Eh bien, parce qu'on est dans des démarches de transformation et qui dit transformation dit changement et risque de résistance au changement. Il faut donner du sens à cette démarche pour pouvoir embarquer les équipes. Alors, tout le monde ne va pas résister au changement. Il y a des choses qui sont positives sur le changement. Pourquoi changer? Ça, c'est l'envie d'apprendre, la volonté de rester utile, l'envie de faire autre chose, autrement, et puis aussi la volonté de simplifier les choses. Mais il peut y avoir aussi des freins à ce changement, la relation par rapport à l'autre, le regard de l'autre, et puis les habitudes. Ça fait 20 ans qu'on fait comme ça. Pourquoi je changerais aujourd'hui? C'est une remise en cause. J'étais dans mon confort et je vais devoir reprendre, revoir mes pratiques et ça demande un investissement, ça demande du temps et puis ça peut faire peur. Donc il y a besoin d'accompagner ce changement, pour qu'il se passe dans les meilleures façons, de la meilleure façon et puis de donner du sens. Changer, oui, mais aller où? Pour faire quoi? Donc il faut vraiment savoir comment réagir à ces résistances et puis, entraîner les gens tous dans le même sens. J'aime bien le vous connaissez certainement le petit dessin qu'il y a à côté, des personnes qui sont les têtes dans le cambouis et puis, qui on leur propose qui sont en train de tirer une charrette avec des roues carrées, qu'on leur propose une roue ronde et bah, non, on n'a pas le temps, on a trop de boulot, on ne peut pas s'arrêter et le lean, c'est souvent savoir s'arrêter pour pouvoir aller mieux et plus vite après dans la sérénité. Alors, pour installer une bonne démarche de transformation, eh bien, il faut, comme dans tout, avoir des bases solides, créer un environnement propice et des équipes embarquées. Eh ben, on va commencer par mener des chantiers d'amélioration pour avoir des gains rapides. Dans la conversation, il y avait une question sur le Kaizen. Le Kaizen, c'est à la fois l'amélioration continue, donc tout ce principe de comment je déroule mon amélioration au quotidien. Et puis, le chantier Kaizen, c'est une amélioration par percée. Ici, des gains rapides pour montrer l'exemple, pour donner envie. Et puis ces améliorations, pour qu'elles restent dans le temps, eh ben, va falloir mettre la cale. Vous connaissez certainement la route d'Eming. On a fait un tour de roue, on a amélioré les choses. Et ben maintenant, il faut des standards, il faut consolider cette amélioration, mettre la cale de l'amélioration continue pour pouvoir maintenir l'amélioration dans le temps. Et de ce tour de roue, on va en faire un deuxième et créer une dynamique autour de la performance, comment on cherche à s'améliorer. Et de là, eh bien, on va développer une vraie culture de l'amélioration continue. Voilà comment on crée un environnement propice et qu'on embarque les équipes dans cet environnement. Alors là, je vais parler, des rôles des différentes personnes. Alors vous avez, les rôles bien connus des personnes qui vont être certifiées, de l'équipe excellence opérationnelle, même s'ils ne sont pas forcément à 100 dans le
en post lean. Vous avez les yellow belts, les green belts, les black belts et voire les master black belts. Alors je ne vais pas développer ces rôles-là, ils ont fait l'objet d'une autre webconférence, mais pour que ça soit une démarche complète de transformation, pour qu'il y ait une vraie culture lean, il faut que tout le monde soit embarqué. Et donc je vais plus particulièrement m'attacher à vous parler des white belts, des managers et des sponsors. Les white belts, c'est toute l'entreprise. Comme vous pouvez avoir, certainement un accueil de sécurité, un nouvel arrivant va rentrer dans l'entreprise et avoir son accueil de sécurité. Ben, si on est dans une démarche lean, on va aussi avoir l'accueil lean. C'est quoi le lean dans l'entreprise? C'est quoi les principes? C'est quoi l'ADN? C'est quoi la culture? Eh bien, c'est ça d'être white belt, c'est de savoir quel est son rôle dedans. Mais allons plus dans le détail et déjà, quelles sont les compétences que l'on cherche à développer dans une démarche lean? Elles sont au nombre de 3. Bah, il y a le savoir. Le savoir, c'est la formation, les connaissances. On va passer par de la formation continue, de la formation en interne et puis, bah, le savoir, c'est pas tout, il faut aussi aller sur le terrain et le savoir-faire. Le savoir-faire, l'expérience, les capacités, comment je fais, et là, on va aller sur du coaching et puis il y a le savoir-être, l'attitude, les qualités personnelles, les comportements et c'est ça qui est peut-être le plus long à mettre en place dans ces démarches de transformation, c'est avoir les bonnes attitudes, le bon savoir-être, accueillir un problème et ne pas le cacher sous le tapis, mais en faire une opportunité de s'améliorer et ça aussi, ça passe, ben, par du coaching. Alors, qui sont impliqués là-dedans? Bah, tout le monde. Et pourquoi? En priorité, on va dire, c'est les managers qui doivent vraiment être impliqués dans la démarche. Pourquoi? Bah, parce que chacun, ne fait que ce qui intéresse son chef et puis les chefs ont aussi besoin d'apprendre et il faut aussi réfléchir à quelle direction on va prendre, quel est le sens, où est-ce qu'on va, où est-ce que j'embarque mon équipe. Alors, ces managers, on peut définir 4 dimensions à intégrer dans ces pratiques managériales. Et déjà, ben, c'est se centrer sur le besoin client, se centrer sur la valeur ajoutée. On va parler de voix du client, client interne ou client externe, la voix du terrain, c'est client interne, et puis identifier les gaspillages pour bien séparer qu'est-ce qui est de la valeur ajoutée de ce qui n'est pas de la valeur ajoutée. Et à partir de là, eh bien, je vais pouvoir piloter ma performance, avoir des indicateurs et mobiliser mes équipes sur ces performances, avoir des rituels de management, du management visuel et pouvoir améliorer les choses. Si j'identifie un écart, eh bien, je vais passer en résolution de problèmes. Résoudre des problèmes simples à travers de méthodes de résolution de problèmes 2 à 3 et comme ça et puis aussi piloter mon plan de progrès et c'est avec tout ça que je vais adapter une posture de manager lean. Posture de manager lean, eh ben, ça veut dire une écoute active, du coaching des équipes et puis piloter, mener des chantiers et voir le plan de polyvalence. Souvent, ces démarches s'accompagnent d'agilité, donc il faut développer la polyvalence, la polycompétence des équipes. Voilà, côté manager et maintenant les équipes, les white belts. Nous avons 3 piliers. Et bien déjà, doter l'équipe des bonnes pratiques, des standards, des méthodes de résolution de problèmes, du management visuel, de ses rituels. Et puis on va faire évoluer les comportements, on est dans le savoir-être, l'adhésion aux objectifs, la capacité d'initiative pour pouvoir ben, identifier des problèmes et puis être source de progrès, proposer des améliorations. Et ça se fait à tous les niveaux. Le lean, ce n'est pas qu'un niveau hiérarchique, mais c'est vraiment impliqué à tous les niveaux et tous les services. Et on va s'attacher à désiloter, tous les services pour avoir une performance globale et non plus avoir des performances très très locales, peu importe quelles en sont les conséquences pour les autres services. Donc on va partager des objectifs communs pour une implication à tous les niveaux. Et puis, dernière, dernier rôle très important, le rôle du sponsor. Le rôle du sponsor, il va déjà définir les enjeux, donner du sens
et exprimer, voilà, là où on veut aller. Et de là, on va définir des chantiers et donner une direction pour que tous les chantiers aillent dans ce même sens. Le sponsor va aussi donner les moyens, allouer les ressources, nommer les relais de l'amélioration continue, les yellow belts, les green belts, les black belts, et puis s'assurer de l'avancement des chantiers. Et à travers ça, il va intégrer la culture Lean, installer une dynamique d'amélioration continue et embarquer toute l'organisation. Voilà, vous voyez que tout le monde a un rôle, les white belts, les managers, les sponsors, et que c'est lorsque tout le monde est embarqué qu'on arrive vraiment à augmenter la maturité du site, à avoir une vraie culture Lean. Et ben maintenant, je vais laisser la parole, sauf s'il y a des questions. J'ai vu qu'il y avait pas mal de choses dans le chat. Oui, merci en tout cas Stéphanie. Il y a une question posée par Nathalie sur comment faire prendre du recul aux équipes pour améliorer et pour innover. Donc on peut évidemment y répondre. Je te laisse Alors, y répondre comme tu le souhaites. oui, je pense que c'est déjà par, le mener des chantiers et leur faire mener ces chantiers, leur faire identifier qu'est-ce une valeur ajoutée, qu'est-ce qu'une non-valeur ajoutée, leur faire prendre du recul. Vous voyez le petit dessin sur, les roues carrées, c'est se poser et regarder autour de nous. On est souvent la tête dans le guidon et puis on fait les choses parce qu'on l'a toujours fait comme ça. Et là, de prendre du recul, de se poser pour regarder les choses, et ben, ça permet d'embarquer les équipes, ça permet qu'elles prennent elles-mêmes, elles se prennent en charge et qu'elles soient force de proposition. Je sais Oui, pas si c'est effectivement, répondu. oui, c'est ça. Non, mais Quentin parlait aussi de Gemba, en fait, hein, qui permettait d'avoir, via ces tours de terrain, ces observations un peu sur le fonctionnement opérationnel d'une activité avec l'implication de l'équipe, là. Voilà, c'est de capter les situations qui fonctionnent bien, mais aussi les situations anormales. Tu parlais de gaspillage. Donc, le fait de ritualiser des tours de terrain au quotidien par les chefs d'équipe va permettre aussi de prendre ce recul nécessaire en se posant la question eh bien, est-ce que tout est en place comme ça devrait être? Est-ce que les standards sont connus et appliqués? Est-ce que les supports sont à disposition? Est-ce que le lancement de la journée va se passer dans les meilleures conditions possibles, etc. Voilà, donc ce sont des tours de terrain organisés qui permettent de capter un peu des points clés pour pouvoir ensuite les traiter avec les équipes. Et puis Ouais, enclencher des actions de coaching, voire de formation si jamais il y a des difficultés derrière, quoi. lors d'une formation de chef d'équipe et de responsable de service, je leur avais donné comme, travail pour la fois suivante où j'allais les voir en disant: «Ben, vous prenez 5 minutes, juste 5 minutes où vous vous posez et vous regardez votre équipe fonctionner et pendant ces 5 minutes, vous observez ce qu'elles font et là, c'est sûr que vous allez voir des dysfonctionnements, vous allez avoir des interrogations». Donc c'est aussi savoir se poser 5 minutes et comme ça identifier sur le terrain qu'est-ce qui se passe? Comment ça fonctionne vraiment? Et pas juste derrière son PC. C'est vraiment sur le terrain qu'on voit la non-valeur ajoutée et qu'on se pose des questions. D'ailleurs, un des outils les plus efficaces et les plus simples possibles, qu'on met souvent en avant, c'est une chaise. C'est une image, hein, bien sûr, mais c'est prendre une chaise et se mettre au milieu de l'activité pour observer ce qui se passe autour. Donc pour se poser quelques instants et prendre ce recul nécessaire, effectivement, c'est la question de Nathalie. Donc c'est observer, voilà, ce qui se passe et faire participer les équipes sur les remontées des irritants. Voilà, donc j'espère qu'on a répondu effectivement à la question sur comment faire innover les équipes. C'est prendre conscience effectivement de ce qui est, gaspillage, donc non valeur ajoutée, versus ce qui est attendu par le client, donc la valeur ajoutée qui, transforme l'activité et la production. Alors, on va passer, maintenant, si vous le voulez, on répondra aussi, pardon, dans la suite de la conférence aux différentes questions. On va passer à l'autre thème sur concrètement comment développer l'autonomie des équipes. Voilà, donc effectivement, on est dans le cadre d'une démarche de transformation, donc on a souvent tendance, à dire que, c'est une démarche de long terme qui doit produire des résultats de court terme. Donc c'est une démarche de long terme avec, une feuille de route, qui va présenter, à partir d'un diagnostic ou d'un état des lieux, un certain nombre de sujets d'amélioration qui peuvent être des chantiers à gain rapide ou des chantiers par percée Kaizen.
mais également des projets un peu plus long terme, hein. Ça peut être des projets Greenbelt d'optimisation de flux, et ça peut être aussi des actions d'accompagnement du changement sur l'évolution de la culture par rapport à des bonnes pratiques de pilotage, par rapport à l'installation justement de ces managements visuels, du développement des standards, du développement des méthodes de résolution de problèmes sur le terrain. Là, on touche la culture et on n'est plus trop en mode chantier à court terme, en fait, hein, voilà, on parle de Kaizen, de percée Kaizen. Et donc, cette démarche de transformation avec cette feuille de route, eh bien, doit contenir cette dimension-là d'accompagnement du changement, hein. Je parle de formation et de coaching. Pourquoi? Parce qu'on a, dans tout changement, on a, et Stéphanie en a parlé, on a une courbe, hein, vous connaissez peut-être la courbe du deuil, où à un moment donné, eh bien, on ne sait pas ce qui va se passer, donc il y a un certain nombre de questionnements, voilà, voire de l'inquiétude, quand on annonce, une démarche, Lean, et puis on peut avoir une motivation qui est en baisse parce que ça peut faire générer de la crainte, voire de la peur, hein, Stéphanie en parlait également, et donc de la résistance au changement. L'effet un peu de courbe descendante là, et depuis, eh bien, c'est le bas de la courbe du changement. C'est-à-dire que si à un moment donné, on veut embarquer les équipes et on veut redresser un peu la barre, eh bien, il faut les prendre par la main. C'est une image, encore une fois. Certaines fois, on n'a même pas besoin de les prendre par la main parce que ça va tout seul, mais on a besoin de les accompagner pour que les pratiques que l'on souhaite soient réellement en place au niveau du terrain. Et donc, les managers, là aussi, ont un rôle fondamental. Donc, l'accompagnement du changement, c'est de la formation et c'est du coaching. C'est aussi de la communication, hein, c'est un point qui est important. Là, on va axer un peu le message sur la formation et le coaching dans le cadre de ces démarches et voir concrètement comment en fait, on peut mettre en place de tels dispositifs. Donc d'abord, effectivement, on parlait, juste avant, de qui, était concerné. Donc on a, les équipes, on a les managers, on a, les équipes de direction et puis on a les relais amélioration continue. Donc on ne va pas dans cette webconférence, développer cette partie relais de l'excellence opérationnelle ou relais amélioration continue, mais on a effectivement des, yellow belt, des green belt et des black belt qui sont, des niveaux de compétences pour accompagner les démarches de transformation. Un Yellow Belt étant plutôt un animateur de résolution de problèmes sur le terrain. Un Green Belt va mener à bien un projet d'amélioration. Et un Black Belt va plutôt piloter une démarche de transformation ou mener un projet complexe et transverse au sein de son entité. Voilà, donc là, ce sont des compétences particulières pour accompagner les démarches de transformation. Mais on va se concentrer plutôt sur les équipes, hein, où eh ben, ce qu'on veut pour les équipes opérationnelles, c'est qu'elles soient impliquées, c'est qu'elles adhèrent à la démarche, qu'elles remontent justement les gaspillages, hein, qu'on n'ait pas de doute sur le fait de dire, eh bien, quand on attend, quand on se déplace, quand on fait du retravail, quand on fait des saisies, c'est pas normal. Ça nous prend du temps, c'est, énormément, générateur de risques d'erreur et donc ça, il faut le remonter, tous les irritants rencontrés par les équipes. Mais c'est une culture, en fait. On a souvent l'inverse dans une entreprise où on craint de remonter les problèmes, de par, la crainte d'être jugé et d'être sanctionné. Donc au niveau des équipes, les managers ont un rôle extrêmement important, d'ouvrir, un peu les comportements, pour évidemment ne pas sanctionner, mais bienvenue aux erreurs, bienvenue aux difficultés. Les équipes sont là pour les faire remonter. Ça, c'est un premier point qui est attendu pour les équipes. Et ben, ce qui est attendu pour les managers, c'est effectivement qu'ils animent, hein, cette émulation, cette dynamique. Je parlais de remontée des irritants, mais qu'ils animent aussi la performance avec leurs équipes et se poser la question, une question simple, c'est qu'est-ce qui fait qu'on passe une bonne journée? Qu'est-ce qui fait que notre journée ou notre semaine se passe mal? Et donc, qu'est-ce qui fait la performance de notre activité? Et cette réflexion doit être menée avec les équipes par le manager pour installer des pratiques et des visuels sur le pilotage de la performance qui va être animé ensuite avec leurs équipes. Donc ça se construit, avec les équipes sur le questionnement de ce qui fait la performance de nos activités. Et là aussi, c'est pas non plus, extrêmement naturel pour certains, d'animer une équipe, de communiquer,
de laisser aussi la parole aux équipes. Donc, ça s'accompagne si on a des difficultés à animer et à piloter. Pour la direction, ce qu'on attend d'un manager ou d'un manager intermédiaire ou d'un cadre dirigeant, concrètement, comme dans toute démarche, en fait, c'est de donner le là, c'est de faire preuve de leadership, c'est de donner la vision de la démarche, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, et de partager cette vision. Pourquoi la démarche de transformation Lean? Qu'est-ce qu'on recherche? Quel est le contexte au sein de l'entreprise qui va faire qu'on va se fixer des axes stratégiques, des objectifs d'amélioration et engager les équipes autour de cette démarche de transformation. Donc, c'est faire preuve de leadership, faire preuve aussi d'exemplarité dans le cadre de ces démarches de transfo. Et puis, piloter, orienter, évaluer les succès et reconnaître aussi les bons résultats obtenus dans l'entreprise et les bonnes capacités générées par cette démarche. Bons résultats. Bien sûr, l'allocation aussi des ressources et des moyens n'est pas neutre pour un sponsor ou pour une direction, ne serait-ce que de dédier un peu de temps et dédier des équipes, des relais excellence opérationnelle qui vont consacrer une partie de leur temps à accompagner les chantiers d'amélioration. Voilà un peu ce qui est attendu en termes de compétences pour les équipes. Et effectivement, donc, ça va se traduire après dans des actions de formation sur le terrain. Et là, il est une règle absolue. Au plus on fait des formations pratiques et des formations centrées sur l'action, au plus les équipes vont adhérer, vont comprendre et vont être capables ensuite de mettre en œuvre. Alors, ce n'est pas suffisant, mais en tout cas, c'est la condition nécessaire qu'une formation soit très contextualisée, très centrée sur la mise en pratique et sur des exemples terrain. Et c'est très vrai pour les équipes, en fait. Voilà, si on veut que les équipes remontent les gaspillages, les irritants, quoi de mieux que d'aller avec eux sur le terrain et de faire un tour de terrain avec les équipes et de voir en fait ce qui est de la nature de gaspillage versus des bonnes pratiques qu'on peut aussi valoriser pour leur apprendre à voir effectivement les irritants. Donc, ça peut être un thème dans la formation, c'est la chasse au gaspillage, et ça se passe de façon très pratique. Donc, ce qu'on attend, c'est qu'ils comprennent un peu ces enjeux, mais qu'ils soient aussi capables de remonter ces gaspillages. Donc, avec de la formation action. Alors, pour les équipes, ça va durer, on va dire, de 2 heures, une demi-journée à quelquefois 2 jours. On présentera des exemples pratiques de dispositifs de formation, mais selon le niveau d'acculturation que l'on veut avoir, ça peut être 2 jours, y compris pour les équipes. Pas 2 jours d'affilée, mais en tout cas 2 jours de formation. Pour les managers qui sont au cœur du système, on en parlait à de nombreuses reprises, il faut qu'ils comprennent tout ce qui a été vu aussi par les équipes, mais il faut qu'ils soient aussi capables d'appréhender un peu d'intégrer dans leur comportement et dans leur pratique managériale les principes du Lean. On parlait d'animation à intervalles courts, de capacité à piloter la perf avec leurs équipes, donc de les animer, de faire des tours de terrain, de s'assurer que le passage de consignes d'une équipe à l'autre se passe bien. Donc là, ils ont aussi un rôle important, et puis d'animer des résolutions de problèmes avec leurs équipes sur des problèmes dont ils ont les moyens de traitement, l'autonomie de traitement et la compétence en interne de leurs équipes pour traiter ce problème. Et bien, à partir du moment où on a tout ça, il faut qu'ils aient la capacité à être autonomes là-dessus. Et donc, les formations, les contenus de formation adressent aussi ces sujets, on va le voir juste après, de capacité à animer et à créer des AIC, animation à intervalles courts, de capacité à développer des actions 5S avec leurs équipes, donc maîtrise de l'environnement de travail, et de capacité à animer des groupes de résolution de problèmes. Par la pratique, voilà, en mettant en place le formateur qui vient, qui anime les managers là-dessus, le fait avec des exemples concrets et le fait au plus proche du terrain. Et puis pour les sponsors et les dirigeants, alors il ne faut pas forcément qu'ils maîtrisent sur le terrain, mais par contre, il faut bien qu'ils comprennent le sens, puisque c'est eux qui vont qui vont le partager, ce sens. Et puis, il faut qu'ils soient capables de soutenir, de piloter et d'intégrer aussi dans leur comité de direction, pour pas que ce soit quelque chose en plus, on va dire, mais que ce soit intégré naturellement dans le dispositif de pilotage. L'ensemble de la pyramide de pilotage, c'est à eux à mettre en œuvre ce système de pilotage Lean intégré dans les pratiques actuelles à tous les niveaux de la pyramide hiérarchique. Voilà, donner la vision et puis
installer et instaurer des rituels de pilotage à tous les niveaux. C'est de la responsabilité des dirigeants et des managers intermédiaires. Et là aussi, ça se forme et ça se coach en fait, hein. On a des actions de formation sur le terrain pour former et mettre en œuvre avec les équipes de direction ces bonnes pratiques et assurer un peu, pour qu'ils puissent assurer pardon, le rôle de sponsor. Voilà, donc sur le dispositif, comment construire un dispositif de formation qui soit au plus près de la démarche de transfo? Donc, par exemple, il ne sert à rien de former des équipes à la résolution de problèmes si ils n'ont pas à mettre en place concrètement la méthode de résolution de problèmes telle que c'est prévu dans leur démarche. Alors, normalement, on a à le mettre en place le plus rapidement possible. Mais si on prévoit dans 6 mois d'enclencher les groupes de résolution de problèmes avec les équipes terrain, ça ne sert à rien de former 6 mois avant parce qu'il va y avoir de la déperdition. Donc, il faut que le premier point, c'est que l'action de formation soit au plus près de la démarche de transformation pour qu'elle apporte réellement un intérêt efficace. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va évaluer les besoins. Donc, on va regarder sur le terrain, on va voir les pratiques en place, on va voir le contexte, les difficultés rencontrées par les équipes. Et puis, on va comme ça capter un certain nombre d'exemples, d'enseignements, d'attentes aussi, donc recueillir les attentes des équipes et des managers. Ce qui va nous permettre de construire une action de formation, un module de formation avec le moins de slides et le moins de théorie possible, mais le plus de mise en situation et le plus de pratique. Donc, on prévoit aussi la pédagogie, on prévoit le dispositif et la pédagogie pour que, par l'action, les équipes puissent apprendre et appliquer les dispositifs et les concepts Lean qu'on leur demande, en fait, hein, voilà. Donc, on va construire ça, on va le tester. Donc, si c'est des séquences de formation de 2 heures ou d'une demi-journée, on va le mettre en pratique sur une équipe test pour voir comment ça réagit, comment ça fonctionne avant de le généraliser. Et là, encore une fois, on va centrer sur la mise en pratique concrète par rapport aux besoins de l'équipe. Hein, ça ne sert à rien d'inventer des choses qui ne vont pas parler aux équipes ou des exemples, des illustrations qui ne concernent pas le métier de l'équipe. Voilà, on va le tester et puis une fois qu'on a le bon niveau, qu'on a adapté et pris en compte un peu les modifications, on va développer, on va mettre en main en fait les méthodes et les outils du Lean, hein, donc le 5S, la résolution de problèmes, le pilotage de l'affaire par équipe, voilà, la chasse au gaspillage, autant de thématiques qui peuvent être importantes sur la culture Lean au quotidien. On va donc mettre en œuvre et puis on va, après la formation, prévoir un dispositif d'accompagnement et de coaching pour que, une fois qu'on a expliqué au manager comment on fait, qu'on a fait avec lui dans le cadre de la formation, eh bien, on prévoit aussi un dispositif d'accompagnement avec des séances de coaching, hein, entre lui, son équipe et puis le formateur coach pour que les pratiques soient effectivement constatées, les bonnes pratiques soient effectivement constatées. Voilà, donc accompagner et coacher, on va le voir juste après. Et donc, on part d'une situation actuelle que l'on va évaluer, une situation cible avec un changement des comportements et d'attitudes au niveau des équipes et des managers sur le terrain. Pour continuer sur cette approche, au-delà de la formation, et je parlais du coaching, une des pratiques qui est extrêmement attendue par les managers et pour les managers, c'est le Gemba, les tours de terrain. Donc, c'est bien sûr, le tour de terrain peut être fait par un directeur qui va venir de temps en temps sur le terrain pour regarder la réalité de ce qui se passe. Mais les managers, eh bien, ça doit devenir leur quotidien. Et les tours de terrain journaliers, voire à chaque changement d'équipe, peuvent être des pratiques importantes à mettre en place. Et donc là aussi, eh bien, il faut accompagner les managers sur leur capacité à réaliser des tours de terrain, à capter la réalité de ce qui se passe au niveau des équipes, hein. Et donc, ce qu'on leur demande, eh bien, c'est d'aller voir avec son équipe pour établir un peu un dialogue et prendre ce recul nécessaire, hein, c'était une des questions, ce dialogue un peu d'apprentissage, de compréhension des difficultés, pour identifier un peu les écarts par rapport à ce qui est attendu et ce qui est fait, et déterminer avec les équipes un peu des actions d'amélioration concrètes qui seront ensuite déployées et partagées au sein de l'équipe. Voilà, et donc c'est cette boucle un peu vertueuse qui peut être développée par les Gemba. Et donc là, les pratiques de coaching, c'est
accompagner les managers pour les aider à réaliser leur tour de terrain efficace, qui ne soit pas un jugement, qui ne soit pas un relevé des bons points ou des mauvais points, mais qui soit un véritable dialogue d'apprentissage et donc de respect aussi des équipes. Dans le coaching, puisqu'on a vu tout à l'heure la partie formation, on attaque effectivement le coaching, et le coaching notamment des managers avec le Gemba, mais aussi avec des phases d'apprentissage dans le coaching. On a 3 phases. La première phase, ça va être ce qu'on appelle une phase mécanique. C'est-à-dire que le manager va appliquer les outils, va faire par exemple son briefing avec son équipe, à partir du moment où c'était pas en place avant, hein, mais voilà, il met en pratique le briefing, on lui dit que ça devait durer 5 minutes, et bien il essaye de tenir un peu le timing, mais sans forcément comprendre un peu le sens. Donc on est plutôt sur l'aspect, je pratique et j'ai le fonctionnement, mais j'ai pas encore derrière la compréhension intrinsèque de ce que ça peut m'apporter. Ces phases-là sont systématiques, hein, voilà, ça peut être rapide sur la première phase de mécanique. On explique, on met en main, ils appliquent. Voilà. Donc, c'est là où il faut les accompagner pour que justement les amener de la phase mécanique à la phase de compréhension. La compréhension, c'est euh, que va nous apporter ces nouveaux outils, comment est-ce qu'il faut qu'on les fasse évoluer pour que ça nous apporte pleinement des éléments que l'on attend face aux difficultés que l'on rencontre. Donc, on a souvent cette phase-là de faire évoluer les supports de management visuel pour les adapter, pour prendre en compte un retour d'expérience d'une semaine ou de 15 jours des équipes et affiner un peu les éléments de contenu, la présentation un peu des indicateurs, avec des smileys ou pas, avec des courbes de tendance, voilà. Tout ça, ça va permettre de favoriser la compréhension du sens de ces méthodes et notamment au niveau des animations intervalles courts sur le terrain. Et la troisième phase du coaching, c'est qu'on passe de la phase de compréhension à la phase d'appropriation. Et là, réellement, on s'approprie les outils, on les utilise au quotidien et on en comprend l'intérêt. Et souvent, on a des commentaires ou en tout cas des verbatims sur comment est-ce qu'on pouvait faire avant. Je ne sais pas comment on pouvait piloter ou fonctionner avant ces pratiques-là. Ça nous apporte réellement et on ne pourrait pas s'en passer en fait. On ne peut plus s'en passer. Donc là, c'est qu'il y a eu réellement une appropriation à 100 des principes et des méthodes, de telle sorte aussi qu'on prévoit, si jamais le chef d'équipe est absent ou le manager est absent, on prévoit aussi des relais, hein, des backups, hein, pour que 100 des personnes qui sont prévues dans cette réunion soient représentées à minima par des backups, au moins au niveau de l'animation en tout cas. Voilà sur cette phase-là et de coaching, sur les 3 phases de coaching, en mécanique, compréhension et appropriation. Et pour terminer cette partie, en fait, sur le coaching, on a effectivement l'aspect détermination des objectifs. Que veut-on améliorer? Sur quoi veut-on progresser? Donc, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est la situation actuelle, partager et constater avec le manager la situation et les écarts par rapport à la cible. La troisième étape, c'est déterminer avec eux les actions concrètes qu'ils ont à mener. Et la quatrième étape, c'est une fois que c'est mis en place, construire le plan d'action et suivre la mise en œuvre de ces actions avec des points réguliers. Voilà, et donc des bilans qui vont se faire au bout de cette phase de coaching. Voilà sur le coaching. Je vais laisser la parole aux conditions de réussite à Stéphanie, et puis on présentera des exemples concrets, à moins qu'il y ait des questions. Alors, oui, alors je pense que tu as bien répondu. Il y avait une question de René qui demandait si la formation était la même pour tout le monde. Bah, tu as bien détaillé le fait que non, il faut qu'elle soit adaptée et comment Adapté. elle soit Ouais. adaptée et selon le niveau des personnes et selon l'entreprise et donc, il y a bien à chaque fois à s'adapter à aux différentes conditions. Une question de Nathalie qui disait, ben, quel est l'impact des remontées des différents points et la capacité à faire? Alors, la capacité à faire. Je pense que c'est, ben, si on remonte des problèmes, comment on donne Ah oui, oui, le oui, oui, la temps, capacité de la traitement. Voilà. capacité de traitement de ces différents problèmes? Alors effectivement, c'est une question essentielle et c'est la clé de la réussite en fait, hein. C'est l'autonomie des équipes à être justement à gérer leurs problèmes. On a souvent tendance à dire que la maturité du lean dans une entreprise se mesure justement à cette autonomie des équipes à gérer et à traiter eux-mêmes leurs problèmes. Donc clairement, ce qu'il faut voir, je parlais de peut-être j'ai été un peu trop rapide sur le Mac.
les moyens, l'autorité et la compétence. À partir du moment où, sur un problème remonté ou sur un irritant remonté par une équipe, on estime qu'on a les moyens de le traiter, on a l'autorité pour le traiter parce que c'est dans notre périmètre et on a les compétences pour traiter le sujet, dans ce cas-là, on va le traiter de façon autonome au sein de l'équipe. Alors ça peut être quelquefois une évolution des standards en fait, hein. Ça peut être une organisation d'espace de travail. Ça peut être l'environnement du travail qui n'est pas tout à fait ergonome sur un poste et donc il faut faire bouger un petit peu les choses. Donc on peut se faire appuyer par des fonctions support, hein, éventuellement, mais normalement, sur ces exemples-là, on a les moyens, l'autorité et la compétence. Et donc la méthode de résolution de problème, une fois qu'on la met en main des équipes, hein, elle est extrêmement simple, hein, c'est de définir le problème, comprendre les causes et identifier les causes racines et des solutions très concrètes. Donc c'est par la formation-action qu'on va adresser les sujets et apporter des problèmes en équipe. Donc on leur donne la capacité à être autonomes. Voilà, par la Et formation-action, moi, notamment sur la résolution de problèmes. je rajouterais une chose, c'est que avec le pilotage de l'activité et avec la mise en place des rituels de management visuel, et ça permet d'avoir des signaux faibles, de voir un petit écart et de le corriger tout de suite, plutôt que d'attendre que cet écart engendre beaucoup plus de problèmes qui sont beaucoup plus longs à corriger. Et il y a cet effet-là c'est bien plus facile de corriger un petit écart et ça prend beaucoup moins de temps avant que ça ne cause un accident et que là, Tout à il fait. faille prendre, donc il y a cet effet-là aussi de rendre autonome, d'avoir du management visuel, d'avoir des rituels, permet d'anticiper, de regarder devant et de traiter lorsque c'est pas encore un problème, et donc ça laisse de la capacité en termes de temps surtout, et ça permet de prioriser aussi. C'est quoi mes priorités et qu'est-ce que je vais faire? Parce qu'effectivement, nous sommes à capacité finie. Oui, exactement. Effectivement, on n'a pas des fois toujours les ressources nécessaires, mais effectivement, c'est d'où la nécessité aussi de faire passer dans les pratiques quotidiennes et dans les habitudes un certain nombre de bonnes pratiques lean. Après, il y avait une question, c'est est-ce qu'on va aborder l'organisation d'une équipe autonome? Je pense que ça fera l'objet d'une autre, ça pourrait faire l'objet d'une autre webconf On peut parce en que nous parler, avons ouais, qu'une on heure peut en et parler là, il nous longtemps. Ouais, reste ouais, ouais, ouais. qu'une dizaine de minutes, et si, donc les questions, si vous en avez encore, on les traitera, à la fin de la webconf. Là, je vais prendre la main rapidement sur les conditions de réussite et puis après, ben, on regardera différents exemples. Donc les conditions de réussite, je vais être, rapide parce on en a pas mal abordé. Heu, Hop là, je prends la main, je suis pas très douée, voilà. Bon, on a parlé des formations actions. Il ne faut pas que ça soit une formation, juste avec des slides, mais on est sur le terrain et du coup avec un peu de théorie, mais surtout beaucoup de pratique, c'est comme ça qu'on apprend. Et puis aussi avec la prise en compte du contexte de l'équipe, du contexte de l'entreprise. Hem, Jean-Christophe vous a parlé de TPS, du système Toyota. On va l'adapter, on va pas en faire une photocopie, on va pas faire rentrer l'entreprise dans ce TPS, mais c'est bien au lean à s'adapter au fonctionnement de l'entreprise. Et puis toujours des mises en pratique, et ces actions, eh bien, il faut qu'elles soient menées par les participants, pendant la formation, mais aussi après, être rentrés dans la démarche et puis coacher à court, moyen et puis long terme pour s'assurer que, ben, cette démarche, elle dure dans le temps. C'est pas un one shot, mais bien, il faut que cette démarche dure dans le temps. On va montrer, on va faire et on va progresser, et après la démarche, elle est embarquée. On n'impose rien, il faut tout adapter et on va s'adapter à l'entreprise pour qu'elle ait sa culture lean à elle. Voilà. Et bien maintenant, on va passer à quelques exemples. Alors, premier exemple global pour Jean-Christophe. Merci Stéphanie, en tout cas pour les conditions de réussite, qui est un bon résumé de ce qu'on a vu précédemment. Donc là, on va passer à des exemples concrets en fait, hein, d'actions de formation et de coaching qu'on peut déployer au sein des entreprises clientes, hein, d'XL Group. Donc là, je vous donne un exemple dans le secteur agroalimentaire. Alors j'ai vu qu'il y avait un des participants qui était au cœur de cette entreprise-là. Donc c'est une entreprise qui a une dizaine d'usines en France, qui commence aussi à avoir des usines
au-delà des frontières françaises. Et donc, l'enjeu, c'était de développer la culture Lean, pour se doter non seulement des bonnes pratiques industrielles, mais aussi des bons comportements au sein des différentes usines. Donc, on a 10 usines et puis on a 10 pratiques différentes. En fait, hein, c'est assez classique, mais chacun pensant que son activité est différente des autres. Donc, l'idée, c'était effectivement de comment, à tous les niveaux de l'entreprise, du comité de direction jusqu'aux opérateurs, avoir une pensée Lean qui soit portée par 4 thèmes clés que l'entreprise a appelé le corps modèle. Ces 4 thèmes clés portaient un peu cette culture. On a effectivement le premier thème, hein, c'est le 5S. Donc le 5S, c'est effectivement la maîtrise de l'environnement de travail. Et donc, il fallait avoir la pensée à tous les niveaux de l'optimisation de son environnement de travail avec la méthode du 5S. Et donc, c'était le premier thème qui a été décliné dans ces formations. Le deuxième thème, ça a été sur les rituels de pilotage. Donc, on parlait des animations à intervalles courts. Eh bien oui, une entreprise et une usine aujourd'hui, si elle n'a pas non seulement du 5S avec la propreté, la maîtrise de la sécurité au travers du 5S et de l'image, mais si on n'a pas aussi les rituels de pilotage de la perf avec ses équipes, eh bien ça va être une difficulté parce qu'on ne sait pas où on en est et on subit plutôt qu'on anticipe. Stéphanie parlait d'anticipation. Donc ce deuxième thème de la formation, c'était sur les rituels. Et le troisième thème, eh bien, une fois qu'on a installé les rituels, eh bien, il faut capter les problèmes et développer l'autonomie des équipes sur la résolution des problèmes. Donc, le quatrième thème de la formation était sur la résolution de problèmes. Et puis, il y avait aussi le dernier thème, les 4 thèmes du corps modèle. Donc, le dernier thème était sur la maintenance autonome. Donc, c'était sur développer la capacité des équipes qui utilisaient les équipements à faire de l'auto-maintenance, voilà, de l'auto-maintenance pour eh bien, quelques petits réglages, voilà, les niveaux d'huile, etc., repérer un peu des alertes pour remonter aux équipes de maintenance. Donc, il y avait un véritable dialogue aussi entre la production et la maintenance dans le cadre de ces formations. Ce dispositif de formation sur les 4 thèmes a été déployé du comité de direction jusqu'aux équipes autonomes par de la formation action permettant d'embarquer eh bien, l'ensemble des équipes. Alors, sur les 10 usines, on n'a pas formé tout le monde en même temps. Il y a eu 3 sites pilotes, 3 usines pilotes, qui a permis de stabiliser le dispositif de formation qui allait de une journée à 2 jours, hein, selon les publics, de stabiliser le contenu, les exemples. Ça a été vraiment packagé. On a pris du temps avant de déployer ce dispositif, à aller sur le terrain, à travailler avec les équipes, capter les exemples et capter déjà les bonnes pratiques qui existaient au sein des usines pour les intégrer dans le dispositif de formation. Voilà, qui a évidemment laissé une place importante aux mises en pratique. Donc pendant la formation, c'était des équipes de 5 à 8 personnes. Eh bien, on avait au moins 70% de la formation qui était basée sur de la mise en pratique. Et puis 30%, ce qui était sur l'apport un peu méthodo, avec à la suite de la formation, des relais amélioration continue qui étaient en charge de suivre les actions et les feuilles de route qui avaient été initiées pendant la formation. Donc ça a été un véritable succès, de telle manière que là, les 3 sites pilotes ont été formés, montés en compétences avec de véritables résultats. Les équipes sont autonomes et c'est maintenant généralisé sur l'ensemble des 10 usines en France, donc depuis maintenant 3 ans. Voilà pour cet exemple avec d'excellents résultats. Et puis, quelques exemples terrain. C'était une formation action sur l'amélioration des flux d'un entrepôt logistique. Alors, vous voyez, on a pris, c'était trois équipes. Et puis, on va sur le terrain. Et là, avec les observations terrain, on voit qu'il y a le manque d'organisation, qu'il y a des attentes, qu'il y a des kilomètres parcourus. Et puis, de là, on va développer les outils, faire une charte projet, des diagrammes de flux, des diagrammes spaghetti, de l'analyse de déroulement. Et tout ça pour ben, pousser les personnes, les équipes à trouver leurs solutions, à trouver leur nouveau mode de fonctionnement, à remettre en cause les flux. Et puis, avec des résultats, une efficience sur la mise à disposition de l'entrée marchandise qui a été améliorée de 25 à 60%, un temps de déplacement réduit de 60%, et puis des temps de déchargement réduits de 17 à 46%. Donc, de beaux résultats. Et ça s'est fait
avec les équipes et pas en les pressurisant. On ne les a pas fouettées pour qu'elles aillent plus vite, mais vous allez voir quelques retours. Et ça, moi, c'est ce que je préfère, les retours des équipes. Le témoignage des équipes, ben, après échange avec les équipes, nous avons eu comme retour que leur implication dans le projet les font se sentir considérées, valorisées. Et là, vous voyez, ben, il y a 2 opératrices qui ont le pouce levé et qui sont contentes du résultat. Et ben, ça, c'est une vraie embarcation d'équipe. On a un retour d'expérience, bah, la communication au sein de l'équipe, l'amélioration continue par petits pas, rien n'est impossible, la bonne humeur et une super expérience. Et puis, qu'avez-vous appris? Eh bien, en travaillant en équipe et avec les bons outils, l'amélioration d'un problème peut avoir un impact favorable sur la sérénité des équipes. Et là, moi, je rajouterais, c'est pas peut avoir un impact favorable, mais doit avoir un impact favorable sur la sérénité des équipes. C'est du gagnant-gagnant. On a gagné en productivité, on a gagné sur la non-valeur ajoutée, mais on a gagné aussi en sérénité, en implication des équipes. Ça, c'est de la belle formation action. Et puis un autre exemple, dans le Six Sigma, comme quoi on peut faire des statistiques et embarquer aussi les équipes. On a identifié des écarts. Là, c'était sur, la maîtrise des poids de galettes. Il fallait pas qu'elles soient trop faible, mais pas non plus trop haute pour pas faire des écarts d'inventaire, des surcapacités. Donc on a, identifié des écarts, on a fait de l'analyse statistique, mais aussi du travail en équipe, du travail de terrain et à partir de là, eh bien, recherche des causes et amélioration donc de la maîtrise de ce poids des galettes de 89. La pilote, elle me dit: «Eh bien, le Lean Six Sigma, le Lean, c'est faire bon et le Six Sigma, c'est aller vite parce qu'on a besoin de faire bon pour aller vite et tester le Six Sigma, vous allez adorer». Voilà le retour de la pilote. Ben, merci pour ton aide, donc ça, moi, je suis contente. Je suis maintenant beaucoup plus à l'aise avec le fichier et la démarche et si tous les chantiers se déroulent aussi bien, je vais demander à ne faire que ça et ben, voilà, elle est embarquée dans l'amélioration continue. Et bien maintenant, je pense que c'est la place aux questions. On en a répondu déjà pas mal, mais si vous avez on doit avoir 3 4 minutes pour les questions. Oui, alors il y avait des questions, mais qui sont souvent, des ouvertures d'ailleurs sur des sujets, autres, par exemple, les projets, IT, la gestion du changement. Donc, voilà, on prend, toutes les bonnes idées là pour alimenter, nos prochaines, webconf, sur justement comment, développer, des équipes, un sujet sur les équipes autonomes. Alors là, ça portait sur l'autonomie des équipes et curieusement, c'est la notion d'équipe autonome va un peu plus loin que l'autonomie des équipes. Là, on a Mmh. essayé dans cette webconférence de, mettre en place quelques exemples de formation et de coaching, hein, sur des thématiques pour renforcer l'autonomie d'une équipe. Voilà, maintenant mettre en place des équipes autonomes, j'introduis juste le sujet, mais ça serait intéressant de le creuser, c'est faire en sorte que l'équipe dispose de toutes les compétences ou en tout cas le maximum de compétences pour que dans son périmètre d'intervention, elle soit complètement autonome. Donc on intègre, on internalise des compétences, sur la maintenance par exemple, sur, les méthodes, sur, la sécurité, pourquoi pas sur l'IT, hein, s'il y a des personnes qui ont une sensibilité sur quelques outils. Donc pour que, l'équipe soit le plus autonome possible et ne dépende pas de services support qui sont quelquefois au siège, qui peuvent mettre entre guillemets «un petit peu de temps» pour intervenir, quoi. Voilà. Donc ça, c'est la notion d'équipe autonome, de production, où on a, 95 de ce qui est nécessaire aux équipes qui sont, dans l'équipe. Mais ça nécessite un peu du temps, d'explication pour développer tout ça. Voilà et puis on avait, d'autres questions, on n'a pas eu le temps de tout traiter, mais voilà, c'est déjà extrêmement intéressant votre participation et vos questions. Merci à vous en tout cas. Je vais laisser la parole à Camille pour conclure sur les prochaines webconf justement. Eh ben, merci beaucoup Jean-Christophe et Stéphanie pour cette webconférence. Donc effectivement, il y a eu beaucoup de questions, d'échanges, de remarques. Donc voilà, on essaie de tout faire tenir dans un créneau d'1 heure. Donc des fois, on n'a pas le temps de répondre à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas, dans tous les cas, vous pouvez nous contacter sur notre site internet, sur nos réseaux sociaux. Vous avez également tous mon adresse mail. Donc s'il y a des questions pour lesquelles vous avez besoin encore d'avoir des réponses, bah, n'hésitez pas à nous écrire.
Je vous affiche juste cette petite slide. C'est juste pour vous indiquer les prochaines dates de nos formations, pas de nos webconférences. Ce n'est pas encore cette slide-là. Du coup, voilà, vous avez 3 liens que vous pourrez télécharger une fois que vous recevrez les slides. C'est à la fois les calendriers de nos formations Lean et Lean Six Sigma, où vous avez toutes les prochaines dates de nos formations, que ce soit en présentiel ou en online. Et vous avez également le catalogue de nos formations intra-entreprises, donc du coup, vraiment des formations qu'on anime au sein de vos entreprises. Voilà, donc nos formations, c'est à la fois en présentiel pour l'inter et l'intra, et vous avez également des formations online, où là, c'est vraiment des dates précises, des formations qui sont sur Teams avec un formateur qui est là sur des jours précis. Vous avez également la possibilité d'avoir des formations e-learning, mais là, effectivement, il n'y a pas de date. Mais vous avez tout le catalogue de formations dans tous les cas sur notre site internet. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question. Je vous affiche également cette petite slide qui indique les prochaines dates de nos webconférences. Du coup, vous aurez une webconférence en février sur chasser les gaspillages dans les services, une webconférence le 22 mars sur le Lean et la supply chain. Ensuite, en mai, le 24, nous aurons une webconférence sur les postures managériales et l'embarquement des équipes dans une démarche Lean, et une webconférence le 21 juin sur structurer et organiser vos données. Il y a encore d'autres webconférences aussi qui arriveront sur le reste de l'année, et une autre webconférence qui est à définir en avril, mais il y en aura bien une. Voilà, on a bien pris aussi en compte donc toutes vos remarques de potentiels sujets qu'on prend en note quand on fait notre brainstorming de fin d'année. Voilà, je vous ai également envoyé le lien vers nos replays si besoin. Voilà, écoutez, je vous souhaite à tous en tout cas un bon week-end, un bon appétit. Je vous remercie pour votre attention et pour votre participation à cette webconférence. Merci beaucoup Jean-Christophe et Stéphanie pour Merci l'animation. à Et tous. n'hésitez pas à nous contacter si vous avez Merci des à questions. tous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Bonne journée et bon week-end. Au revoir à tous.